Malgré les eurosceptiques et les salauds de l'Europe, l'utopie européenne mérite d'être poursuivie. C'est la conviction de l'invité du Grand Angle, le journaliste Jean Quatremer. Bonjour Jean Quatremer. Bonjour. Alors vous suivez les questions européennes ou les affaires européennes, parfois d'ailleurs dans tous les sens du terme, depuis plus de 25 ans, notamment pour le quotidien français Libération. Vous avez écrit ou coécrit plusieurs livres sur les enjeux européens, réalisé aussi de nombreux documentaires et vous tenez un blog sur l'Europe, Coulisses de Bruxelles. Alors dans le premier chapitre de ce dernier livre, donc Les salauds de l'Europe, que vous appelez d'ailleurs le chapitre 0, vous commencez par dézinguer cette Europe, un astre mort, un enfer bureaucratique, des dirigeants non élus qui parlent un euro-jargon incompréhensible. Au début du livre, on a l'impression que vous faites partie des eurosceptiques et que l'Europe, c'est le problème et pas la solution. Oui, je joue à mon Nicolas Dupont-Aignan ou à Marine Le Pen ou mon Jean-Luc Mélenchon. Ouais. J'essaye de réunir l'ensemble des critiques. En fait, c'est un programme eurosceptique. Je veux dire, on pourrait presque... Voilà, en 40 pages, il y a le programme, programme eurosceptique. Et c'est un programme eurosceptique, en plus raisonné, parce que la plupart de ces critiques sont en partie fondée, parfois de mauvaise foi, mais toujours sur un fond de vérité. C'est-à-dire qu'en écrivant ce premier chapitre, je me suis dit, tiens, au fond, je pourrais peut-être aussi fonder mon parti eurosceptique pour avoir droit à des fonds publics européens, comme Marine Le Pen, et puis m'enrichir aussi de cette façon-là. Après tout, pourquoi pas? Alors, Jean Quatremer, je disais, vous suivez cette actualité européenne depuis près de 30 ans maintenant. Qui sont ces salauds de l'Europe? D'ailleurs, c'est un mot très dur, les salauds. Hein, c'est un mot très dur parce que on se demande comment une idée qui est magnifique, parce que l'Europe, ça reste d'abord un continent en paix depuis près de 70 ans. C'est la première puissance économique du monde, la première puissance commerciale du monde. C'est une puissance qui est respectée à l'extérieur. Elle concentre 50% des dépenses sociales de la planète. Les gens veulent venir chez nous. Je veux dire que derrière Nouvelle, on ne voit pas d'Européens qui prennent des bateaux pour aller en Afrique, au Moyen-Orient ou aux États-Unis. Je veux dire que personne n'a envie de quitter l'Union européenne. Comment ça se fait que... Si, les Britanniques. C'est bien vu. C'est une île. On va dire que c'est un gros bateau. Ouais. Mais les Britanniques, c'est un cas vraiment à part dans l'histoire de l'Union. Mais je veux dire, les citoyens, même s'ils se plaignent de l'Union européenne, ils sont très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on a perdu les gens s'y sentent moins à l'aise? Pourquoi aujourd'hui l'euroscepticisme progresse? C'est ça la vraie question. Ce sont eux les principaux salauds de l'Europe, entre guillemets. C'est les eurosceptiques, les partis eurosceptiques, non, ou ce sont les élites? Voilà, je pense que les eurosceptiques et les europhobes ont prospéré sur cette incapacité des gouvernements à faire une Europe fonctionnelle. Pourquoi est-ce que les gouvernements qui sont les maîtres de l'Union européenne? Je veux dire que l'Union européenne, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, qui nous a été donné par un dieu immanent. Non, ce sont les États qui la font et ce sont les États qui décident à chaque instant de ce qui se fait en Europe. Donc plus les gouvernements que la Commission. C'est infini. Mais évidemment, puisque la Commission... Non, mais c'est souvent les gens attaquent bien en tête la Commission. Vous avez raison, mais le problème, c'est que la Commission, ça sert juste de repoussoir. Vous savez, le nom, quand j'entends par exemple le gouvernement français ou François Hollande, Manuel Valls, qui rentrent à Paris après un Conseil européen, après un Conseil des ministres, et qui disent bon, tout ça c'est de la faute à Bruxelles. Si j'avais été seul, ça se passerait pas comme ça. C'est très pratique. C'est une boîte à déresponsabiliser l'Europe qu'ils utilisent en disant nos problèmes viennent de Bruxelles. Comme ça, c'est pas moi. Moi Premier ministre, moi chef de l'État, seul. Vous voyez, ça serait le bonheur sur terre. D'ailleurs, c'est ce que nous vendent aujourd'hui une partie des candidats à la présidentielle, une grande partie. On va pas citer de nom, parce que c'est vrai, j'avais oublié. Oui. Ne citons pas de nom. Donc certains candidats à la présidentielle qui vous expliquent que sans l'Europe, tout irait bien. Donc c'est une espèce vous savez, comme ces poupées vaudou, quoi. On va régler vos problèmes comme ça. Donc on va abandonner l'euro, on va abandonner l'Union européenne, on va sortir de l'OMC, tout va aller bien. Non mais attendez, est-ce qu'il y a des gens sérieux qui y croient? Évidemment pas. Donc il faudrait sortir de cette logique qui consiste à communautariser nos échecs nationaux, le chômage chez l'Europe par exemple, et à nationaliser les succès européens. Airbus, c'est français. Ariane Espace, c'est français. Tout est français. Tout ce qui est un succès européen, en fait, c'est la France. Monsieur. Alors, dans ce livre, vous identifiez, il y a 9 chapitres, enfin, vous identifiez en tout cas 9 critiques qui sont adressées souvent à l'Union européenne. Vous y répondez, vous les contestez. Par exemple, la première de ces critiques, l'Europe s'est faite dans le dos des peuples après la Deuxième Guerre mondiale, sous le contrôle des États-Unis et sans consultation, sans référendum. C'est vrai, c'est faux? C'est vrai. C'est absolument vrai. Mais je voudrais qu'on me montre à quel moment un État dans le monde s'est fondé à la suite d'une grande consultation populaire et on a décidé en chœur et en chantant de faire un État. Je veux dire que l'histoire de la France, c'est exactement l'inverse. Je veux dire que la France, elle ne nous a pas été donnée comme ça. C'est parti de l'Île-de-France et c'est une succession de rois qui, pendant 500 ans, 600 ans, 700 ans, ont construit la France. Et ils ont construit la France par le fer, par le feu et par le sang. Il n'y a pas eu d'adhésion volontaire à la France.
L'Europe, au moins, elle ne se fait pas de cette façon-là. Alors imaginez, on dit oui, mais on aurait pu consulter les peuples. Nous sommes en 1950. 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est encore meurt de faim, est détruite. Et on aurait fait une grande consultation et on aurait demandé aux Français, est-ce que vous voulez vous réconcilier avec les Allemands? 20 ans après la fin de la guerre en Yougoslavie, allez faire un sondage comme ça en Bosnie-Herzégovine, où là, il n'y a pas eu d'élite, justement, capable de se réconcilier. S'il y avait eu un référendum, on n'aurait jamais eu l'Europe? On aurait Ou voté, des référendums dans chaque pays. Mais en tous les cas, en France, on aurait voté pour la destruction finale de l'Allemagne. Évidemment, la haine était tellement forte qu'on ne pouvait faire l'Europe que dans le dos des peuples. Alors, et heureusement qu'on a eu cette élite. Je veux dire, aujourd'hui, l'élite, on lui crache dessus. C'est une erreur. Il faut parfois des gens qui sont capables de voir loin, au-delà de leurs petits calculs électoraux locaux. Et c'est ça qui était merveilleux à cette époque, c'est qu'il y avait des gens qui pensaient loin. Autant les élites de ces années-là étaient brillantes et donc on portait l'Europe sur les fonds baptismaux, autant vous dites que les élites nationales et européennes d'aujourd'hui sont souvent catastrophiques. Elles sont catastrophiques, on le voit bien. Je veux dire que François Hollande arrive en 2012 et se fait élire avec l'idée qu'il va réorienter l'Europe, donc il va mener un combat à Bruxelles pour défendre une vision beaucoup plus européenne de la France, c'est-à-dire de l'Europe, c'est-à-dire moins libre-échangiste, moins libéral au sens français du terme, c'est-à-dire un peu on laisse le marché agir sans le contrôler, et il a fait exactement le contraire. Il arrive à Bruxelles et puis on ne l'a plus entendu pendant 5 ans. Il a une responsabilité dans le fait de ne pas avoir été capable de lutter contre l'euroscepticisme, montrer qu'on pouvait changer l'Europe. Parce que l'Europe, c'est un cadre des traités, mais dans le cadre de ces traités, on peut mener des politiques de droite ou des politiques de gauche. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, on le voit bien, par exemple, en matière de régulation financière. Avant 2008, l'Europe ne régulait pas la finance. Aujourd'hui, nous sommes une des zones les plus régulées du monde. Alors que vous dites qu'une des critiques les plus comment dirais-je, fréquentes à propos de l'Europe, c'est qu'elle est ultralibérale. Et ça, vous dites, oui, c'est pas faux. Bien sûr que c'est pas faux, par exemple. Mais en même temps, ça veut dire que des gouvernements de gauche ou des majorités de gauche font une politique de droite. Et en accusant après Bruxelles d'être responsable. Exemple, le traité transatlantique qui était en négociation, vous savez, avec les États-Unis, l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Je veux dire, à chaque fois, quand j'entendais le gouvernement français en France expliquer qu'il était contre ce traité, mais dès qu'il arrivait à Bruxelles, il redonnait le mandat à la Commission en disant à la Commission, continuez ces négociations parce qu'on a besoin de ce traité de libre-échange. C'est typique de ce double langage, hypocrisie. Double langage, hypocrisie, et surtout d'expliquer que tout ce qui est douloureux vient de Bruxelles et que tout ce qui est agréable, c'est la nation. Ça n'est pas vrai. Il faut savoir donc quand tous même... les dirigeants européens actuels n'ont que ce qu'ils méritent finalement. Ce retour de bâton, ce boomerang. Mais l'Europe est ce qu'ils en font. Et d'autant plus qu'il faut quand même signaler aux téléspectateurs que 98% des politiques européennes, 98% de l'argent public est géré par les États-nations. L'Europe n'agit qu'à la périphérie. Alors justement, ça c'est une des critiques aussi qu'on retrouve dans votre livre, parce que vous faites toujours un peu l'avocat du diable au début du chapitre, et puis vous dites par exemple l'Europe se mêlerait de tout, avec des chiffres complètement contradictoires. Alors 80%, certains pensent que 80% des lois nationales seraient dictées entre guillemets par Bruxelles. Vous dites c'est faux, ça représente à peine 20%. Voilà, enfin même de 10 à 20% selon la production législative des États, parce que comme la France produit beaucoup de normes, c'est vrai, ça vous êtes sûr de vos chiffres? Ah mais absolument certain, parce que ce sont en fait au début des années 80, Jacques Delors, dans l'enthousiasme de la construction communautaire, dit un jour entre 60 et 80% des lois économiques et sociales seront d'origine européenne. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les études universitaires qui ont été faites, vous les calculez, vous allez vous-même voir les visas des lois, vous verrez qu'il n'y a que 10% ou 12% des lois qui sont d'origine européenne. Et quand on dit imposé par Bruxelles, qui propose ? On dit c'est la Commission qui propose. Non, la Commission, dans 95%, elle propose des lois qui sont demandées par les États. Et qui les adopte, ces lois ? Ce sont les États. Et si la France s'oppose à une loi, la France ou l'Allemagne, par exemple, un grand pays dit non, c'est pas possible, c'est contraire à mon intérêt national, elle n'est pas adoptée. Donc tout ce qui vient de Bruxelles est décidé par les États, et notamment par le gouvernement français. Et alors parfois j'entends des trucs complètement délirant. Par exemple, vous vous rappelez de l'affaire des escabeaux ? C'était pendant la campagne électorale de 2014 où Michel Alliot-Marie vous explique que il y a une norme européenne qui interdit aux jeunes de moins de 18 ans de monter sur un escabeau pour cueillir des fruits. Donc il a fallu aller chercher, parce que tout le monde s'est dit peut-être qu'on a adopté cette norme. Mais tout ça, ces critiques qu'on entend toujours en disant que la Commission s'occupe de la taille des mais ce sont les États mais ce qui est vrai, mais les couleur de je ne sais pas bien sûr, quoi. mais ce sont les États ou les organisations professionnelles qui le demandent. Là, pour revenir à mon exemple, juste pour le terminer, c'est qu'en réalité, l'Europe avait dit il ne faut pas
mettre en danger les jeunes, c'est tout. Voilà, il ne faut pas mettre en danger les jeunes qui se prennent, je sais pas, un échafaudage sur la tête. Et en fait, c'est un décret français qui s'est servi de cette loi européenne pour dire, il ne faut plus que les jeunes montent sur des escabeaux. Et alors, il dit, c'est la faute à l'Europe. Alors, le temps comme ça. Le temps passe très vite quand on voit, par exemple, les gens qui incarnent l'Europe, que ce soit Jean-Claude Juncker, avant lui, José Manuel Barroso. On a l'impression qu'ils le font exprès, de choisir des bras cassés. Voilà, je vais le dire. Oui, ils le font exprès. Ils choisissent des bras cassés. Quand vous voyez, tous les membres de la Commission sont choisis par les États. Les députés européens sont choisis par les partis politiques nationaux. D'accord ? Donc nous, on envoie des bras cassés à Bruxelles. Les Allemands, par exemple, eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on demande à un homme politique ou à une femme politique quelle carrière ils veulent faire, nationale ou européenne. Si vous choisissez une carrière européenne, eh bien, vous faites toute votre vie à Bruxelles. En France, c'est exactement l'inverse. C'est les recasés du suffrage universel français, national, qui sont renvoyés à Bruxelles en permanence. Donc on a Madame Dati, Madame Alliot-Marie, etc. Des gens qui ont disparu de la scène politique et ils attendent qu'une chose, c'est d'y revenir. Donc, ils attendent la prochaine élection et ils ne travaillent pas pendant ce temps-là à Bruxelles. Parce que c'est peinard à Bruxelles. C'est peinard, ils peuvent ne rien faire, personne ne va les embêter. Vous savez, Bruxelles, c'est comme la caverne de Platon, c'est-à-dire c'est un reflet déformé des politiques, de la vie politique nationale. Ouais. Voilà. Alors, le temps passe très vite. Un dernier mot. Vous proposez à la fin du livre des réformes, j'en cite quelques-unes, mieux répartir les sièges du Parlement européen entre les différents pays pour que ce soit plus vraiment proportionnel à la taille du pays. Alors, élire, ça c'est très important, élire des députés dans une circonscription européenne pour élire des députés vraiment européens et pas des députés nationaux qu'on envoie à Bruxelles ou à Strasbourg. Mais déjà, il faudrait On y arrivera, ça ? J'espère, mais vous savez, c'est 30 secondes de courage politique. Il faudrait que nos chefs d'État et de gouvernement, parce que c'est eux qui sont les maîtres des traités, décident enfin de donner au peuple la voix qu'ils doivent avoir dans l'Europe. Ils ne veulent pas. Ils veulent garder le contrôle en accusant un Bruxelles fantasmatique d'être responsable de leurs problèmes. En 5 minutes, on pourrait dire, c'est plus les partis politiques nationaux qui choisissent les députés européens, donc les candidats, mais ça va être des partis politiques européens. Ça, c'est 5 minutes. Pour ça, il nous faudrait des Monnet, des Schuman, des gens de ce format-là. Il nous faudrait des moines soldats européens qui donnent une image positive de l'Europe et qui travaillent dans l'intérêt des peuples. Merci Jean Quatremer. Donc je rappelle le titre de votre livre, Les salauds de l'Europe, le guide à l'usage des eurosceptiques. Il y en a beaucoup en ce moment chez Kalman Levy. Et puis à propos d'Europe, je signale une exposition de photos sur le drame des réfugiés. Une expo organisée notamment par Amnesty International. C'est intitulé La nuit tombe sur l'Europe. C'est à partir de demain jusqu'au 11 mai à la Canopée des Halles. C'est dans le cœur de Paris. Merci beaucoup Jean Quatremer. Merci à vous.